Salut, j'ai la chance d'aller aujourd'hui chez Arthur Joyeux-Bouillon à proximité d'Annecy. On va faire un bilan de sa saison 2024. Donc voilà, je vous invite avec moi. On va passer un super moment comme à chaque fois avec Arthur, c'est une certitude. J'ai entendu. Ça Salut va Arthur. Merci de me recevoir. Mais oui, très bien. C'est sympa ici, c'est ton nouveau chez toi? Ouais, voilà, dans les nouveau Bauges. chez vous. Ça a neigé cette nuit. Pas assez encore pour faire du ski, mais bientôt. Tu l'attendais avec impatience? Ouais, j'ai fait quand même une longue saison de course à pied. Ouais. Et je sais que moi j'ai besoin de dissocier été-hiver, de faire vraiment quasiment que du ski et du ski alpinisme l'hiver. Et donc ouais, quand je la vois tomber, je me dis ça y est, quoi, on y est et ça lance les compètes de ski. Tu montes ton nouveau chez toi? Allez, on y va. Regardez, il est déjà ouvert. Arthur, la tradition veut que ce soit l'invité qui fasse le clap. Oh punaise, tu me tiens le micro? Yes. Je te revois le faire au Templier. T'as une façon particulière d'applaudir. C'est vrai? Mais ouais. Je te revois le faire. C'était il y a quelques semaines. Je sais mieux utiliser mes pieds que mes mains. Ouais, bah ça va, tu te débrouilles bien aussi en clap. Arthur, merci de me recevoir aujourd'hui chez toi à proximité d'Annecy. C'est tout nouveau chez toi. Je pensais qu'on allait dans les cartons, mais en fait, pas du tout. Ah, t'as vu comme on est efficace? En quelques jours, là, vous avez déjà tout déballé. Ouais. C'est pas que de la surface, en plus, on a quasi fini. Donc voilà, maintenant on est prêt à repartir dans une nouvelle vie. Et savourer l'hiver qui commence à se dessiner. C'est quoi le premier carton que tu as ouvert? Oh, bonne question. J'ai pris une photo de tout ce qu'il y avait. Donc il y en avait énormément. La cuisine, en vrai. D'accord. Ouais. Les premiers cartons, ça a été la cuisine parce qu'on est arrivé le soir, il fallait manger. On avait faim, donc un des cartons de cuisine. Peut-être la machine à café. Combien de cartons pour les chaussures? J'ai 20, je les ai laissés dans les cartons, les neuves, donc il y avait 20 paires de chaussures neuves, plus une quinzaine, on a compté en bas de chaussures utilisées, donc à 35 cartons. Ça remplit bien un camion et des cartons. Ouais. Arthur, on a eu le plaisir de s'entretenir cette année le lendemain de ta participation à l'Endurance Trail des Templiers. On avait pris date pour ce rendez-vous un peu plus tard dans la saison pour revenir plus en détail sur ton année 2024. Donc je suis évidemment ravi que nos chemins se croisent à nouveau, tu le sais. Cet épisode, on le réalise en collaboration avec Shox, qui est ton partenaire qui propose des écouteurs sans fil à oreille libre, adaptés pour le sport, qui permettent de s'immerger dans de la musique, bien sûr, des podcasts peut-être aussi, tout en restant ouvert à son environnement et à la nature, notamment grâce à la technologie de conduction osseuse. Je donne d'ailleurs rendez-vous à la fin de cet épisode, puisqu'il y a une petite surprise, un petit code promo pour les auditeurs de Course Épique spécifiquement qui vous attendent. Donc rendez-vous dans quelques minutes, probablement un peu plus d'une heure même, il y a de grandes chances. T'es prêt, Arthur? Eh ben écoute, je suis prêt, il fait bon. Moi je suis chaud, ouais. On est bien là, il y a le poil qui chauffe, on a tout pour être heureux. On peut y aller. Arthur, tu connais le podcast et son principe, tu me l'avais même anticipé avant qu'on démarre l'enregistrement, mais il y a un petit instant éphéméride. Donc aujourd'hui on est le 3 décembre. Figure-toi qu'en 1992, c'était la date d'envoi du premier SMS commercial par l'ingénieur Neil Papworth, qui contenait le message Merry Christmas. Il était un peu en avance d'ailleurs. C'est quoi le dernier SMS que toi t'as envoyé? C'était à qui? Le dernier, aujourd'hui là par exemple? Ouais, le tout dernier. Aujourd'hui, j'en ai même pas envoyé parce que j'ai pas de réseau ici. D'accord. Donc je suis un peu en, comment tu peux dire ça, en zone retraite. Blanche là, ouais. Ouais, ou en retraite, tu vois, je suis Déconnexion tranquille. totale. Mais t'as fait un petit WhatsApp d'anniversaire à Mathieu Blanchard peut-être? C'est ça le dernier? Non, il faut que je le fasse. Ah, il faut que tu le fasses. Il faut que je le fasse. D'accord. Mais le dernier sera ça. Ok. Voilà, je le dis, le dernier SMS sera pour Mathieu. On le tient. Bon anniversaire, Matt. Le deuxième fait marquant de l'histoire à cette date, parce que c'est pas fini, c'est Christian Barnard, un chirurgien cardiaque sud-africain qui a transplanté pour la première fois un cœur humain au Cap, en Afrique du Sud. Toi, depuis que tu cours, est-ce qu'il y a une course où tu aurais bien aimé qu'on te transplante le cœur de quelqu'un d'autre? Et aussi, oui, qui? Oui, forcément. Sur l'UTMB, j'aurais bien envie qu'on me mette le cœur et les poumons, quitte à faire ça, de Kylian. Ouais. Parce que, bon, ça reste. J'ai pas d'idole. Enfin, j'ai peu d'idoles, mais lui, c'est quand même la personne que j'idolâtre le plus. Arthur, moi j'arrive de la Saint-Élion. J'étais pas très loin ce week-end. Est-ce que tu as suivi un tout petit peu de loin? Ouais, j'ai suivi. On était dans les cartons pour le coup, parce que c'était vraiment pendant le déménagement. Mais j'ai vraiment suivi de temps en temps quand je pouvais, parce qu'il y avait quand même 2-3 personnes que j'affectionne tout particulièrement qui couraient. Et j'étais très heureux pour les 2 gagnants, hommes comme femmes, parce que Marie je les connais. Thomas, Marie et Goncalves, Thomas Cardin. C'est ceux que je voulais en tout cas voir gagner ou fighter pour la victoire, parce qu'il y avait d'autres copains qui pouvaient gagner, mais voilà, j'étais très content. Ouais, c'était une belle course, Ouais. très
Il y a une compétition qui a été assez vivace. Est-ce qu'on pourrait t'y revoir un jour? Tu as participé en 2019 à la Saint-Élion. Est-ce que ce que tu vois là, ça te fait envie ou au contraire, tu as envie de t'éloigner de ce chemin-là? Je dis jamais non à des courses. Après, Non, merci, parfois. Ouais, en 2019, j'avais fait la Saint-Élion, excuse-moi, pour voir ce que c'était. En 2020, j'ai fait, ou 2021, la Lyon-Saint-Élion. J'ai fait que Lyon-Saint-Étienne. Ah, d'accord. Ouais, ça m'a cassé le mental en fin de saison comme ça. Il faisait beau à l'aller et très moche au retour. J'ai pas réussi à prendre le chemin retour, donc je referai pas la Lyon-Saint-Élion, ça je peux le dire. Parce que voilà, mais peut-être Saint-Élion un jour, ouais. Ouais. Ok, on prend note. Bon, il y a tellement de courses à faire encore. Ouais. Arthur, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas encore en détail, mais je vais t'imposer une petite contrainte. Il y a 5 mots-clés à placer qui sont plus ou moins en lien avec la course à pied et ton parcours. Donc l'idée, c'est quand même de donner une petite idée de qui tu es. Ouais. Mais il y a 5 mots-clés qu'il faut placer. Alors, je te les livre ici. Je te montre sur un petit papier en même temps. Il y a Ultra Trail. Ça devrait aller. Il y a Chausson. On ne sait pas pourquoi. Il y a Nazca. Il y a Olympique et il y a Genepi. Donc, à toi de jouer. Et on les élimine au fur et à mesure que tu te présentes. Mais perds pas le fil de, en tout cas, ce que tu veux nous raconter sur, ouais, sur bien ton sûr. parcours. Bah, si, je vais pouvoir les placer déjà, ces 5 mots. Après, on verra si c'est dans... Il y en a 2, je sais pas trop comment, mais ça va le faire. Écoute, non, pour me présenter, je suis Arthur Joyeux-Bouillon. J'ai maintenant 30 ans, ça y est. Je les ai eus en avril et je cours depuis maintenant 10 ans. Voilà, 2024, c'est ma 10e année de course à pied. 10e année d'ultra trail, parce qu'une de mes premières vraies courses était un ultra de 80 km. 1 sur 5. Voilà. Ah oui. Ouais. Alors j'ai même pas... oui. Franchement, celui-là, bon, c'était sûr qu'il allait être mis, mais... Il est là en tout cas. Ouais, exactement. Voilà, on vit maintenant dans les Bauges. Et puis, je suis passionné de course à pied, mais aussi de ski alpinisme. Donc voilà, je fais saison d'été trail, saison d'hiver ski alpinisme. Puis voilà, j'ai fait une formation en sport-études pour devenir prof de PS. Je n'ai jamais enseigné officiellement parce que j'ai signé mon premier contrat sportif l'année où j'aurais pu être enseignant. Et puis j'ai décidé de me lancer à fond là-dedans. Donc voilà pour ça. Et puis pour étayer un petit peu, je cours jamais seul maintenant. Parce que depuis 5 ans, bientôt 6 ans, on a un husky qui m'accompagne dans toutes mes aventures, donc Nazca. Qui nous a réservé un petit accueil chaleureux. Voilà, qui est tonique, extrêmement expressive. Beaucoup de gens la connaissent, plus de gens la connaissent que me connaissent. C'est véridique. À quand le compte Insta de Nazca? Mais on m'a demandé Strava. Sunto voulait lui envoyer une montre pour te dire, pour que je puisse lui faire un Strava. Mais le problème, c'est qu'elle va prendre tous les coms. Et je sais pas comment catégoriser chien plutôt qu'humain. Ouais. Voilà, j'ai encore ce petit, petit détail à mais ça viendra. Et puis sinon, quoi te dire d'autre? Il faut placer des mots, donc je vais en profiter. Bah oui, il en reste 3. Et les gens le savent pas forcément. Je suis fan de Genepi. D'accord. D'ailleurs, regarde, en face de toi, c'est Chartreuse, mais il y a Chartreuse et Genepi. Okay. C'est les 2 alcools en digestif que je bois. Pour les soirs de fête ou ça pourrait arriver en dîner? Pas forcément. Quand par exemple j'ai trop mangé ou vu que je prends aucun médicament, c'est on peut dire médicament, Chartreuse ou Genepi pour de temps en temps. Hein, on s'entend. Ah, voilà. À consommer avec modération. Exactement. Évidemment. Voilà. Après, je rêverais un jour d'être champion olympique. Ouais. Quelle discipline? Alors, tu pouvais choisir? Si je pouvais choisir en trail, parce que le ski alpinisme est déjà au JO, mais je trouve que je sais pas si c'est une faute à quelqu'un, mais c'est très aseptisé. Et pour moi, c'est plus du ski alpinisme. Après, voilà, je comprends les contraintes. Hein, on peut pas aller au milieu de la montagne comme ça l'hiver. Mais en tout cas, c'est inatteignable pour moi. C'est des sprints, des choses voilà, qui m'attirent moins. Donc en trail, j'espère qu'un jour, on arrivera à mettre le trail au JO en gardant l'esprit trail ou ultra, un peu en nature, tu vois. Bien sûr. Donc voilà. Et là, j'en ai pas, mais j'ai de très beaux chaussons avec moi. J'aime beaucoup en fait me balader pieds nus. Et je passe tout mon temps à la maison en chaussons. C'est soit basket, soit chaussons.
Il y a des petits motifs sur tes chaussons? Ouais, c'est vraiment des anciens chaussons un peu qu'avaient nos grands-parents, là, Ok. tu sais, les Charentaise? charentaises, Ouais. exactement. Ah, Et ça, la chartreuse et j'adore. les charentaises. Ouais, voilà, tu vois. J'ai un style, attention. On t'a pas vu sur Instagram en charentaise encore? Non, Un jour, peut-être. Pour Noël? Ouais, si Possible. On en sorte. Et oui, Bah voilà, je pense lance qu'il y a un une bouteille marché. à la mer. à mon avis. Merci Arthur de t'être prêté au jeu, tu t'en es très bien sorti. Avant qu'on rentre vraiment dans le cœur de ta saison en 2024, je vais complètement dézoomer. Je voudrais qu'on revienne aujourd'hui sur la raison d'être de ta pratique de la course à pied, la notion de why qui est chère à Mathieu Blanchard notamment. C'est quoi aujourd'hui ton moteur, ce qui nourrit la flamme vraiment, qui fait que tu enchaînes les saisons, que chaque matin tu trouves l'énergie pour aller t'entraîner, te préparer, viser des objectifs? Eh ben, tu vois, je disais que ça fait 10 ans maintenant que je cours. Alors, j'ai assez vite progressé. Donc là, personnellement, je me suis mis dans un état d'esprit de conquérant, d'aller vraiment chercher mes limites. Et là, j'ai commencé à être attiré par la performance. Mais ce qui est traître aussi, c'est que souvent, quand on veut vraiment performer, on oublie un petit peu le pourquoi on a commencé. Moi, j'ai commencé juste parce que j'adorais être en montagne, j'adorais prendre mon temps, courir longtemps, mais pas forcément regarder le chrono. Et ça, en 2019, je fais une saison un peu catastrophique. Je le vois comme ça, où je fais un DNF sur la TDS, la diagonale et Montreux aussi, 3 distances de plus de 100 km. Et là, grosse remise en question. Je me dis, mais pourquoi je fais ce sport en fait? Vu que je veux performer, mais je performe plus, il est où le sens, quoi? Et là, je rencontre Éric Lacroix, mon coach actuel, à qui je dois beaucoup, qui m'avait vu après la TDS et mon abandon en me disant, toi, franchement, il y a quelque chose à faire, mais il faudrait qu'on se contacte et tout, donc je prends contact. Et là, pendant 1 an, pendant le Covid d'ailleurs, on a repris les bases de pourquoi je courais. Et pour moi, en fait, c'est juste le plaisir de courir, d'être en montagne, passer du temps. Et il m'a dit, si on remet cette base-là, tu verras qu'après la performance viendra et elle sera d'autant plus forte et belle. Et en fait, c'est ce qui se produit chaque année là, c'est que je prends tellement de plaisir à m'entraîner et j'ai trouvé mon sens, le sens pourquoi je cours, que les résultats viennent. Après, s'ils viennent pas, je prends toujours autant de plaisir, donc c'est qu'un bonus. Donc là, il a pas bougé depuis que tu as réussi à fixer ça. C'est un why auquel tu te tiens et qui valide encore pour aller trouver toute la motivation nécessaire. Exactement, c'est mon plaisir quotidien. En fait, ça me permet de me recentrer sur moi. Et ça, en fait, j'en ai besoin. Donc aujourd'hui, c'est le mot plaisir. Arthur, on s'est quitté il y a 1 mois et demi, donc c'était du côté de Millau, au Templier. De quoi ont été fait tes semaines depuis? Je sais que tu as fait une petite escapade du côté de Calvi. C'était un peu le point final de ta saison, même s'il n'y avait pas d'enjeu particulier autour de cette course. Il y a le déménagement aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait depuis cette mi-octobre? Ouais, on s'est pas beaucoup posé et de toute façon, on n'aime pas trop se poser, hein. On a un peu la bougeotte. Mais super moment en Corse avec le trail de Calvi, donc la 2e édition à laquelle je participe. C'était vraiment très très cool cette année parce qu'il y avait plus de Corses qui couraient la course que je connais. Lambert, voilà, qui était pas là l'an dernier, il pouvait pas malheureusement. Et puis ouais, tout un peu l'élite corse. Et ça m'a permis de voir à quel point ils sont à l'aise sur leur terrain. Et en même temps, extrêmement bienveillant avec en tout cas les sportifs. Moi, j'ai été presque mis avec eux. Et vraiment, je les remercie, quoi. J'ai passé un très très bon moment. Une belle bataille sportive où là, par contre, on met tout dans la course. Sur le 29 km. Ouais, exactement. Et du coup, après ça, on est rentré, on a préparé le déménagement. J'ai fait un petit peu de ski alpinisme quand même parce qu'il y a bien neigé en Haute-Tarentaise dans la station où je suis ambassadeur La Rosière. Donc là, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est quasi les seuls à avoir autant de neige. Donc j'ai fait une petite semaine de ski alpinisme. Là, ça m'a redonné envie pour la saison. Et puis nous voilà dans les Bauges. Donc on va rattaquer tranquillement le ski quand l'hiver sera là. Bientôt. Ouais. Arthur, je te propose de rembobiner cette année 2024. Je voudrais donc que tu me racontes ton réveillon du Nouvel An. Non, on va pas remonter aussi loin. En revanche, je veux bien qu'on prenne le chemin avec toi jusqu'à ton premier gros objectif de l'année qui a été le Mute, qui était fin avril, le format 115 km.
Comment est-ce que tu l'as préparé en gros? Voilà, est-ce que tu peux me parler un peu de ton premier trimestre, janvier, mars, avril? Comment tout ça s'est structuré jusqu'au Mute? Eh ben, j'ai fait quand même une grosse saison de ski alpinisme l'an dernier. C'était ma plus grosse saison, si on prend janvier à aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment fait du volume, d'endurance de force, ce genre de choses. Et donc, avec les compétitions auxquelles j'ai l'habitude de participer, la Belle Étoile, c'est sur 2 jours, la Pyramenta sur 4 jours. C'est quoi un gros volume en ski alpi, en entraînement? Ben, pour moi, en tout cas, après, les spécialistes de ski alpinisme en font beaucoup plus, hein. Mais moi qui ai la double casquette trailer et ski alpiniste, à la saison, ça fait 150 000 mètres de dénivelé. Saison de ski qui est assez courte, hein, entre janvier et fin mars. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de dénivelé. Tu vois, c'est des sorties, quand je peux, j'essaie de passer les 3000 de dénivelé à la sortie. Quand je peux pas, 2000, 2005. Voilà, j'aime bien. Pareil, c'est un moment d'évasion pour moi. Donc premier trimestre où jusqu'à mars, j'ai pas beaucoup couru. J'ai dû garder 2-3 footings plaisir, comme je te disais, avec Nazca. Voilà, parce que j'aime quand même bien mettre les baskets. Et après, mars, Pyramenta, où là, ça clôture la saison de ski alpiniste. J'ai ma base d'endurance, ça c'est sûr. Mais j'essaie de remettre beaucoup de dénivelé négatif de mars à avril, parce que je sais que le Mute, c'était la 3e édition que je courais. Quand on arrive là-dessus, autant en montée, on vole, après avoir fait une saison de ski. Mais en descente, oh là là, t'oublies tout, quoi. et donc cette année, j'ai vraiment pensé à ça. J'ai fait beaucoup de dénivelé négatif entre mars et avril. Et je suis arrivé avril hyper confiant à Madère, connaissant le parcours. J'étais à mon poids de forme en plus, donc ça c'est chouette après l'hiver. Souvent tu y es pas. Là, c'était le cas, donc voilà, j'avais une grosse envie belles... pour la première de la saison. Ouais, aussi, ouais, j'avais une grosse ambition là-bas, je ne cache pas, parce que je m'étais fixé objectif 1 Madère et UTMB objectif 2. Donc voilà. Quel souvenir tu gardes de tes participations? Tu étais déjà allé 2 fois, en 2019 et 2022. À quoi t'associes le Mute et qu'est-ce qui fait que c'est un incontournable quasiment en tout cas? Bon, c'est un terme que beaucoup reprennent, mais moi je suis de ceux qui l'utilisent, c'est la petite diagonale. Madère, on l'appelle la petite réunion. Et donc Madère, enfin le Mute, la petite diag. C'est vraiment magnifique en termes de paysage. En 2022, je crois, c'était ça, hein, quand je l'avais couru, il faisait temps catastrophique, que de la pluie. Et du coup, là, je m'étais dit, bah, si on peut revenir et qu'il fait beau le jour de la course, ce sera bien. Bon, il n'y a pas fait beau le jour de la course. Ouais. Par contre, les jours d'avant, magnifique. Donc, on a vraiment pu profiter des randos et tout. Et le souvenir que j'en retire, bah, c'est quand même une belle entorse cette année. Donc, voilà, qui m'a challengé, je dirais. Ouais, les 20 premiers kilomètres se passent très bien. Et là, au 21e, ça tourne, ça craque. Ouais, exactement. Et en plus, je le sais, hein, c'est la descente la plus technique du Mute. De nuit, vraiment une descente, mais c'est comme des vieux escaliers en pierre, mais avec les marches cassées, tu vois. Donc, aucune marche similaire, des cailloux dans tous les sens. Et en fait, trop confiant dans ma forme, enfin tout, quoi. Et peut-être une demi-seconde d'égarement avec la pluie qui tombait sur la frontale. Je me souviens même pas où je mettais les pieds. Donc, quand même très technique. Et là, une fois, ça tord. 2 fois, ça tord. Ma cheville droite. Et je me dis, bon, là, j'ai plus le droit à une 3e fois parce que je sentais que ça faisait mal quand même. Et en fait, la 3e, dans un virage en épingle à gauche, je me souviens très bien. Là, c'est parti. Et j'ai senti comme une branche cassée. Et je me suis persuadé que c'était une branche sous mon pied qui avait un peu craqué. Et en fait, directement, les 100 mètres d'après, j'ai dit, bon là, pour la perf, en tout cas, par rapport à mon état de forme, ça va être compliqué. Ça n'a pas été douloureux, c'est ça que tu veux dire, quand tu as cru que c'était autre chose? Bah, sur le moment, je pense être quand même un peu dur au mal. Et j'étais tellement motivé aussi que ça s'est vite oublié. Mais ça a fait que monter en douleur et en intensité. Je me suis dit, je veux rien regretter, je vais aller jusqu'au moment où je peux plus marcher du tout. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Au 42e kilomètre, je crois, je stoppe, je peux plus marcher, donc la question se posait même plus, quoi.
Tu te fais un autodiagnostic à ce moment-là? Tu as une idée de ce que ça peut être? Bah, vu qu'on était de nuit, qu'il pleuvait, je voyais pas très bien. Mais à un moment, quand même, quand je me suis arrêté, que j'ai dit, là, je peux plus mettre un pied devant l'autre, je me suis assis. J'ai commencé à prendre froid en plus, donc je dis, bah là, faut qu'on me rapatrie, quoi. J'ai regardé mon pied et ouais, là, j'ai compris que ma cheville, elle avait doublé de volume à droite, je voyais plus ma malléole. J'ai dit, bon, bah en fait, j'ai eu très peu d'entorses. Mais là, ok. Il y a pas de regret. Donc là, le diagnostic post-course, ça a été quoi? Et puis quelles conséquences ça voulait dire sur les semaines suivantes et puis sur tes projets? Mais là, c'était un peu marrant quand même parce que pour moi, je m'étais jamais fait une entorse avec arrachement osseux dans ma vie de sportif comme avant, hein. On va à l'hôpital, il m'emmène faire une radio, tout le truc là. Et le médecin portugais me dit, bon, bonne nouvelle, il n'y a pas de fracture. Et il y a pas de fracture, mais il y a un arrachement osseux. Je fais, bah mince et tout. Il me dit, non, non, mais pas de souci parce que l'arrachement, il est pas de cette fois-ci. Et je dis, bah si, c'est obligé que ce soit cette fois-ci. Je me suis jamais fait d'entorse avant avec arrachement. Il dit, ah non, je suis sûr de moi. Bon, je vais retourner en France voir mon Il médecin. parlait en portugais, t'as peut-être pas compris Ouais, c'est exactement ça, ce qu'il disait. exactement. Il voulait pas me donner les radios. Enfin, donc je laisse faire, je reviens en France, je refais les examens et en effet, arrachement osseux, mais ancien. Donc ça retirait sur l'arrachement osseux, mais c'était pas, c'est pas aussi fort que le précédent. Et en fait, la seule fois où je me suis vraiment flingué la cheville, c'est sur l'UTMB 2021, où en fait là, je me souviens très bien, j'ai pu finir la course sans que ça me ralentisse trop, je pense, en desserrant ma chaussure, mais je m'étais vraiment tordu la cheville, enfin, du coup, c'était une entorse. Il n'y a que cette fois-ci où ça peut être fait. Et donc, je m'étais fait un petit arrachement osseux. Mais bon, c'est l'UTMB, tellement de motivation et d'endorphine que j'ai pas dû sentir la douleur. C'était 2022 peut-être, non? C'est Oui, pas très important. c'est 2022, tu as raison. Ouais. C'était quoi donc les étapes ensuite de récupération, de réathlétisation? Comment ça s'est construit la suite? Combien de temps ça a pu prendre? Et ben, vu que c'était la première fois que je me blessais comme ça, et d'ailleurs j'ai quand même de la chance, hein, je savais pas trop où j'allais et je me suis très très bien entouré donc de mon masseur, de mon kiné à Grenoble et je les remercie énormément. Pareil, mon entraîneur, Justine, tout le monde était là et on est parti sur vraiment une phase de progression. J'ai quasiment pas coupé. Au bout de 4 jours, je refaisais du home trainer pour vraiment drainer l'inflammation. Enfin, toute la cheville, fallait pas qu'elle reste statique. Et j'ai quand même fait 2 semaines sans courir, ce qui est un record pour moi. Normalement, Un record qu'on n'aime pas trop détenir? Ouais, mais c'est vrai que je fais pas de coupure à l'année normalement, donc 2 semaines sans courir, c'était une première. J'ai fait beaucoup de vélo, j'ai refait beaucoup de natation, parce que j'aime nager quand même, je viens de la natation. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose, parce que quand on se blesse et qu'on fait que des sports portés, je mets à la place des sportifs, on doit vite déprimer quand même. Moi, j'ai cette chance, j'allais nager 5 km, ça me calmait. Et en plus, ça me faisait du bien à la cheville. Donc voilà, et en 6 semaines, j'ai pu revenir quand même, je pense, à un bon état de forme. Et à, je crois, 8 semaines post-entorse, je faisais la short race à la maxi race pour me redonner confiance. Et ça s'est bien passé. Et donc la tête, là tu l'as un peu évoqué, globalement le fait que tu aies des 2 autres disciplines que tu puisses pratiquer, ça t'a aidé à être relativement serein et accepté? Ouais, franchement, j'ai metté un gros doute quand même là-dessus en me disant, mince, au début quand ça s'est produit, 2 jours après, je dis mais ma saison, comment je vais faire? Enfin, je me suis jamais arrêté pour blessure. Est-ce que je vais... Ouais, il y a plein de doutes qui viennent. Et le fait de pouvoir nager, en plus longtemps, quand je finissais la séance, j'étais bien cuit. Et je me suis dit, en fait, j'ai essayé, mon entraîneur m'a dit, tout ce qui arrive de négatif, vois le positif. Et là, qu'est-ce qui était le positif dans la natation? C'est retravailler mon gainage, retravailler mon haut du corps pour les bâtons en ultra, et justement un peu limiter la portance et finalement créer comme une petite cassure entre ski alpinisme, début de trail, petite pause et on reprend. Donc j'ai vraiment positivé.
Tu t'accrochais aussi à l'image. C'était quoi la perspective? C'était vraiment de te visualiser sur la ligne de départ de la Maxi Race. C'était quoi les idées auxquelles tu t'accrochais pour tenir aussi? Ouais, alors c'était plus le Lavaredo. D'accord. Maxi Race, c'était parce qu'on est pas très loin. Puis je voulais une petite course en fait avant de remettre le vrai dossard. Mais moi, mon objectif, c'est vrai, ça je l'ai pas dit, mais 3 jours après l'entorse, je me dis ok, maintenant tu fais tout pour arriver sur la ligne de départ du Lavaredo. Parce que je voulais le recourir et je voulais pas forcément performer là, parce que voilà, je savais que on verrait, je m'étais dit, mais je veux être présent. Donc j'ai tout fait pour. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti là au moment de recourir pour la première fois? Est-ce que c'est un réenchantement total ou est-ce que c'est des tellement peut-être bref, etc., que c'est presque frustrant aussi? Je dirais que la passion l'a emporté sur la raison, Ok. la Maxi Race. Parce qu'en plus, 16 km, ça part comme. Enfin, c'est que des jeunes qui ont envie d'en découdre. Et moi, je me suis dit, tu feras la montée à bloc. Parce qu'en montée, bon, il n'y a quand même quasi aucune chance de se refaire une cheville. Mon kiné m'avait dit, pas de souci pour y aller. Par contre, tu n'as pas le droit de te retordre la cheville. Bon, voilà, il sait que sinon, s'il m'avait pas dit ça, je serais Parti comme un fou en exactement. descente. Et bon, au final, quand je dis que la passion l'a emporté, c'est que je fais la montée à bloc. Alors, j'étais peut-être 15e. Hein. Et à la descente, dès les premières foulées, je me dis, waouh, le travail, il est trop bien. Je me sens hyper confiant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Les conditions étaient pourries, ça glissait, c'était de la boue. Et j'adore descendre. J'adore quand c'est compliqué. Du coup, je suis allé comme une brute en descente. J'ai tout donné. Et au final, je sais plus, c'est anecdotique, mais je dois finir 6 ou 7e, je crois. Donc, en fait, ça m'a permis de reprendre totalement confiance en mon pied. Et au Lavaredo, voilà, j'étais encore plus confiant. Ouais, c'était un mois plus tard donc. Ouais. C'est un format de 120 km sur lequel tu étais déjà venu en 2021. Qu'est-ce que t'aimes du Lavaredo? Les paysages en 1. Alors, ça revient souvent dans ce que je dis, mais je prends souvent part à des compétitions dont j'aime le paysage. Là, les Dolomites, c'est splendide. Le Lavaredo, c'est très très particulier. C'est vraiment hyper abrupt. Là, on comprend directement quand on va courir là-bas que c'est un monde pour les grimpeurs. Voilà. Et cette course, elle est parfaite, je pense, pour préparer l'UTMB. Très roulante, en même temps la fin un peu plus technique et du coup difficile physiquement et mentalement. Donc pour moi, c'était parfait en termes de distance aussi. Elle est bien placée, le fait que ce soit 2 mois avant, c'est juste ce qu'il faut. Elle est très bien placée, gros plateau. Avec mon entraîneur, on avait décidé cette saison de faire que des compétitions, quitte à faire moins bien en termes de place, que des compétitions où il y avait beaucoup de niveaux, pour que ça me mette dans un bon état d'esprit aussi pour l'UTMB. Donc Madère, Lavaredo, gros niveau. Et je pense qu'elle est très bonne pour l'UTMB. Il y avait de la confiance, en tout cas, à l'issue de la Maxi Race que tu nous as dit. Est-ce que malgré tout, il y a un petit peu de réserve là quand tu es sur la ligne de départ? Est-ce que tu as l'impression qu'il faut y aller quand même avec modération, sachant que c'est pas aussi non plus l'objectif à ta saison? Est-ce qu'il y a un tout petit peu de retenue? Ouais, je me souviens, j'appelle mon kiné 2 jours avant, je lui dis est-ce que tu penses que quand même faut que je strappe ma cheville? Parce que il m'avait dit quand même, là c'est bon, 8 semaines, si tu tords la cheville une fois, ça passe, mais faudrait éviter quand même. Donc je l'appelle, on fait un strap. Je me dis, bon, si bien je l'enlèverai. Et j'avais une petite retenue quand même dans les descentes parce que je sais que la fin du Lavaredo est plus technique. Et avec la fatigue, avec ce genre de choses, j'appréhendais un petit peu. Au final, je pense que dans les premières descentes jusqu'à mi-course, je me suis bien retenu. Voilà. On était quand même devant avec Tom Evans, Reiterer, Thibaut Garivier était revenu sur nous. Tu es très satisfait. Je pense qu'il y a vraiment 2 parties sur cette course-là. La première moitié où tu es vraiment très solide. Ouais, exactement. Et puis après, c'est ça. Je pense que c'est. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais je mets ça sur le fait que je manquais de volume en course à pied, hein, clairement, pour un ultra en tout cas. Donc, ouais, les 70 premiers kilomètres, j'étais mais en aisance, quoi. J'étais très bien. Et par contre, là, pour le coup, les 50 derniers, c'était un peu pour moi la fin de l'UTMB, tu vois. Et d'ailleurs, je me suis dit, waouh, mais là, t'as fait 70 kilomètres. Mais en fait, à la fin, je me dis, t'en auras que 120. Et 120, c'est pas le début de l'UTMB, mais je veux dire, c'est là où on commence à regarder le classement et on se dit, bon, maintenant, les gars, il faut qu'ils tiennent.
Donc je t'avoue que ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a fait prendre conscience que ouais, il va falloir faire du volume hein, pour fin août. Donc le bilan, qu'est-ce que tu tires comme enseignement là de ce Lavaredo? Pour moi, très bon, parce que ça m'a permis de mettre plein de choses en place pour l'UTMB. Après, il y a toujours des mais. J'aurais aimé arriver mieux préparé, pas qu'il y ait cette entorse, parce que je pense que j'avais un très bon état de forme. Mais bon, j'ai essayé de prendre le positif de cette course et ça a permis, je pense, de finir la saison comme je l'ai fini, donc plutôt bien. C'est Hannes Stamberger qui l'a emporté Ouais. cette année-là, 11h57. Incroyable. Toi, 13h04 Non, pour mais toi. les gens qui ont couru le Lavaredo sauront apprécier la performance d'Hannes et de Tom, parce qu'ils ont fait un sprint final dans la dernière descente qui est technique. Ils m'ont dit à la fin, on a joué notre vie. Ok. Ouais, les deux. Ils se sont motivés l'un l'autre. Ils ont joué leur vie dans la dernière descente. Et le temps est stratosphérique quand on connaît la course. Et Yannick Noël, 3e. Mm. Yannick que tu as recroisé un peu plus tard. Qui fait une magnifique saison. Mais oui. Franchement, saison remarquable. Donc tu sors de Lavaredo, tu es encore plus rassuré, tu es quand même confiant, il te reste encore du temps pour construire la suite? Ouais, on est fin juin. Je sais qu'après on part un mois, plus d'un mois même aux US pour une belle aventure de la hard rock où je ne cours pas à la hard rock mais je pace Ludo Pommeret. Donc je sais que je vais faire beaucoup de volume là-bas, au-dessus de 4000. Et là, je pense que c'est idéal pour préparer l'UTMB parce que j'ai fait le plat. Il fallait à la maison, en récup, parce que avec mon entorse, je pouvais pas trop faire de montagne. Donc voilà, j'ai quand même fait beaucoup de séances de plat. Et maintenant, place au bloc montagne en altitude. Donc je pars là-bas et très vite, je me rends compte qu'en fait, au bout de 2 jours, on passe à 4000. Et d'ailleurs, il y a Ludo, François Daen, on se retrouve là-bas. Et en fait, passer les 3000 mètres, moi, je ne ressens rien. J'ai pas du tout de problème d'altitude. Donc, je gagne un temps fou d'acclimatation. Je le savais un peu parce que j'avais fait en 2020 un défi La Rosière-Mont-Blanc, La Rosière, en une fois. Et en fait, j'arrivais à courir quasiment jusqu'au sommet, entre le dernier refuge à 4004 et l'arrivée à 4008. Je me suis dit, tiens, on va essayer de courir parce que voilà, niveau cardiovasculaire, ça passait bien. Et j'arrivais à trottiner, donc j'avais quand même assez confiance en moi sur le fait que l'altitude ne me crée pas de gros problèmes. Et donc, aux US, j'ai pu faire vraiment course à pied en altitude. Donc là, j'étais confiant. Ouais. Il y a tout un imaginaire que tu associes à ces courses américaines. Tu avais aussi un peu ce regard d'enfant et l'idée de ce projet, mais si tu courais pas pour toi, mais l'idée d'accompagner Ludo, c'est en soi génial, évidemment. Il y avait aussi toute cette idée-là de vivre un peu ce rêve américain. Ah ouais, clairement, courir la hard rock, c'est un de mes rêves. Donc là, quand Ludo me dit, écoute, est-ce que tu peux faire est-ce que tu veux faire mon pacer? Pour moi, je me mets en mode, mais c'est juste une aventure de fou qu'on va vivre. Il t'a proposé quand? Alors, il me l'avait proposé, on devait être sur les skis, je pense, pendant l'hiver, en me disant que, voilà, s'il y allait, on pourrait être 2 pacers, Jérémy, un de ses meilleurs amis, et moi. Tous les 3, on devait être sur les skis, je pense, ce jour-là. C'est presque plus beau qu'une demande en mariage, ça. Franchement, quand on sait la difficulté d'arriver sur la ligne de départ de l'hard rock, minimum 50 tirages au sort, il y en a, c'était leur 12e année. Ouais, c'était une super proposition que je pouvais pas refuser. Et j'ai vraiment mis du cœur à l'ouvrage pour lui. J'ai presque pris ça comme je courais la hard rock et il fallait vraiment, c'était une fois dans sa vie, quoi. Donc, c'est une pression en soi d'avoir ce rôle-là aussi? Je pensais pas. Je pensais pas jusqu'au jour de la course. Et quand j'ai dû prendre le relais, alors je crois que c'était au 100, il avait passé les 100 km. Je savais qu'il était fatigué, hein, que moi j'avais 0 km. Et bah là, je me suis mis à avoir une pression de fou. En me disant maintenant, on te le confie en fait. C'est ça. Hein. Et Jérémy, son premier pacer, il me dit, je te le confie. Tu vas voir, il est lucide, il est en forme, il faut juste lui dire
comme on a prévu, quand il doit manger, quand il doit boire. Et après, le reste, c'est lui qui te dira s'il a besoin. Et là, quand on te dit ça et qu'il est en avance, nous on le savait, hein, qu'il allait être en avance sur le record, que tu vois, toutes ces choses, en fait, ont fait que la pression est montée petit à petit. Et c'était plutôt hyper cool à vivre finalement, parce qu'on aurait pu le prendre comme une balade. Et là, non, on l'a pris comme un challenge et c'était une superbe aventure. Vous discutez un petit peu, il y a de la place pour ça ou c'est très épisodique? Ça râle, c'est un bon esprit, non? Ceux qui connaissent Ludo, sa fille, elle dit, de toute façon, papa, il dit toujours OK. Voilà, il dit pas plus. Ça m'a fait rire l'autre jour qu'elle ait dit ça. On parle très peu avec Ludo, mais en même temps, quand on parle, les phrases, elles ont du sens et c'est assez fort, tu vois, c'est qu'on en a besoin, lui comme moi. Donc, c'est des choses très simples. On était resté très focus quand même sur le plan, c'est-à-dire nous, avec Jérémy, son pacer et moi, on devait lui dire quand manger et quand s'hydrater, tu vois. Vérifier qu'avec la fatigue et tout, il oublie pas ça. Parce que aussi c'était un nouveau plan nutritionnel qu'on avait mis en place, voilà. Il y avait moins de gel qu'à ses premières années. Donc c'était quand même très rythmé là-dessus. Moi, on avait l'œil sur la montre, hein. Et puis après, quand même, quand on a entamé une phase de nuit avec lui, on s'est mis quand même un peu plus à parler du paysage, de la course, tu vois, ce genre de choses. Je pense que ça lui a fait du bien aussi. Donc moi, j'étais heureux. Après, je me souviens d'une anecdote, c'est que Ludo, à un moment, il met sa veste et il me dit, ouais, là, tu vas voir, ça caille, vraiment mets ta veste, quoi. Et en fait, moi, j'ai pas mis la veste de toute la nuit. T'es pas frileux par nature? Non, non, pas du tout. Et du coup, j'étais très bien, quoi. J'ai passé une super nuit, moi. Est-ce que tu as été étonné de la performance de Ludo? Est-ce qu'on peut encore être étonné vu ce qu'il livre depuis très longtemps maintenant, mais les performances encore remarquables ces dernières années? Ouais, quand même. Je le connais bien, hein, mais même lui, je pense qu'il s'est étonné. Il s'est étonné en bien. Il l'a dit, il a eu la journée de rêve que certains ont connue sur l'UTMB cette année, et qui connaîtront d'autres sur d'autres courses mythiques, hein. Lui, c'était sur la Hard Rock, aucun coup de moins bien. Qu'il attendait pourtant. Exactement, il l'a dit. Il y a un moment ça va venir, et puis c'est jamais venu. Il a dit, je vais aller visiter les enfers à un moment, quoi. Jamais. Pas de pen cave. Exactement. Donc moi, je peux te dire que je l'ai bien ressenti. Jérémy aussi, hein, on a bien vu qu'il avait toujours un état de forme de fou. Donc quand même étonné parce que une performance comme ça, je pense que de toute façon, il a battu le record de Kilian. Ça veut un peu tout dire, hein. Ça pose un homme. Ouais. Et à 49 ans. Donc étonné mais heureux pour lui. Et toi, globalement, de tout ce que tu as vécu là-bas, qu'est-ce que t'as le plus surpris ou qu'est-ce que tu as particulièrement aimé? Je pensais pas que c'était si chouette tout le à côté Hard Rock, tu vois, le Colorado. Voilà. J'aurais pu y rester un mois de plus, hein. Ouais. Non, les parcours de trail sont incroyables. Tu peux accéder très facilement un peu à tous les spots et pour autant, c'est quand même très haut en altitude. C'est pas trop technique, voilà, donc tu peux préparer un UTMB, une western, et les gens sont hyper gentils. Ça faisait un peu station de ski, tu vois, mais avec des têtes d'ours sur les murs, enfin, c'est très particulier, hein, mais avec une ambiance hyper chaleureuse. Donc tu iras un jour si la chance s'offre à toi. Écoute, j'ai ma tasse Hard Rock, ouais. Que j'ai prise à l'inscription là-bas, en me disant un jour, de toute façon, je m'inscris chaque année, donc il y a bien un jour où je vais être tiré au sort. Voilà, quand, je ne sais pas. Tu peux me la montrer, cette petite tasse? Oui. On a imaginé un petit rituel, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai? Toi et moi. Ah oui, il faut que je l'embrasse tous les matins. Tous les matins avant de prendre ton café. Je vais essayer d'y penser. Alors quand je me lève, je suis pas toujours très réveillé, hein. Mais je vais tâcher d'y penser. Si les organisateurs de la Hard Rock nous écoutent, voilà, ils seront contents de voir que je mets toutes les chances de mon côté. Ouais, je pense que là, si c'est pas une preuve de motivation, je sais pas ce que c'est. Elle est belle, en tout cas, elle est sympa. C'est ça, donc c'est ma tasse maintenant. Merci beaucoup Arthur d'avoir partagé ce rêve américain, ça fait envie franchement la Hard Rock. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans ta sphère
personnel avant de repartir sur la suite de ta saison et puis cette UTMB qui a été un objectif clé évidemment. Un des sujets qui nous réunit aujourd'hui, c'est notamment ton intérêt pour la musique. C'est aujourd'hui Shox qui rend possible cet échange. Quelle place pour la musique, toi, de manière générale dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel, un peu plus secondaire? Alors, je sais plus si je te l'ai dit. Tu sais que j'étais musicien? Ah non, je savais pas. Non, ouais, très peu de gens le savent. J'ai fait 11 ans, 10 ou 11 ans de trompette. Ok. Ouais. De mes 6 ans à mes 17 ans. Donc, tu vas pouvoir faire un groupe avec Germain Grangier. Non, mais tu rigoles. Je viens d'une famille où en fait mon père joue encore de l'instrument. Hein. Il joue très bien de la guitare, de la trompette, du piano. Mon frère est batteur dans un petit groupe d'amis. Okay. Ma mère faisait de la batterie. Pour autant te dire, chez moi, c'était très musique. J'ai fait du coup 6 ou 7 ans d'harmonie, voilà, tous les mardis soirs et tous les vendredis soirs. Donc la place de la musique, pour moi, elle est très grande. Et j'ai hésité, je pense, quand on sera vraiment installé, à reprendre ma trompette. Okay. Alors, ça va pas réjouir Nazca parce qu'elle n'aime pas le son. C'est trop fort pour elle, mais j'aimerais bien m'y remettre en fait, un peu comme Germain, tu vois, après les entraînements, après c'est un temps calme. Les voisins sont loin en plus, tu les dérangeras pas trop. Exactement, parce que c'est vrai que batterie, trompette, tu vois, on est dans une famille où on pensait pas trop aux voisins. Et pourquoi la trompette en particulier? C'est toi qui as choisi, qui a un intérêt particulier du fait de ton papa? Exactement, c'est juste ça, hein. C'est que mon père jouait de la trompette à cette époque et j'aimais bien, je trouvais ça vraiment beau quand c'est bien joué. Et donc je m'y suis mis. Et puis j'avais aussi un groupe d'amis, hein. On était 3-4 amis d'enfance à faire de la trompette. Alors moi j'ai commencé par le cornet, bugle, trompette. Okay. Donc voilà, la musique a toujours une place très importante. Nazca a entendu qu'on parlait de trompette, elle s'est fait entendre pour dire qu'elle n'était pas pour. Exactement, ouais. Tu vois, j'ai essayé de rejouer. Alors, faut dire aussi que j'ai rejoué, mais après 10 ans, plus de 10 ans d'arrêt. Et la trompette, faut pas arrêter parce qu'on joue très très mal quand on reprend. Donc il y a peut-être ça. Qu'est-ce que tu écoutes toi comme musique? Bah écoute, aujourd'hui j'écoute un peu de tout. Après, quand même, quand je fais du sport, et d'ailleurs avec les écouteurs, j'aime bien mettre... j'ai ma playlist d'ailleurs qui est dispo en public. Okay. Et j'ai remarqué que j'avais 150, je crois, personnes qui étaient abonnées à ta playlist. Ouais, c'est sur quoi, Spotify? Spotify, ouais. Okay. En fait, on avait fait ça avec Shox. J'avais trouvé l'idée sympa de mettre à dispo ma playlist. Et je trouvais ça bien parce que on rentre un peu dans l'intimité du coureur et en même temps, moi, je me disais si ça peut en motiver 2-3 quand il fait nuit, là, en automne et tout, à aller courir parce que c'est des musiques un peu entraînantes, bah, je serais trop content. Donc, je l'avais fait et il y a vraiment de tout. Alors, il y a des trucs des années 80 qu'on écoutait en soirée, mais qui me remettent un peu dans l'ambiance des soirées étudiantes, tout ça. Et puis, il y a du rock parce que j'aime quand même bien, j'adore les Rolling Stones, j'adore AC/DC. Et du coup, voilà, ça, je switch. Encore ce matin, tu vois, je faisais du home trainer parce qu'il pleuvait, il neigeait. Un peu compliqué de faire du vélo. Donc voilà, j'avais mes écouteurs, puis j'écoutais mes playlists de l'époque. J'ai vu ce matin sur un compte Instagram, je pense que c'est un influenceur qui a demandé à sa communauté de faire exprès pour lui la pire playlist Thanksgiving pour qu'il l'écoute pendant une course. Donc je pense qu'il a découvert au fur et à mesure des kilomètres, tu vois, la playlist collaborative qu'avait fait chacun des gens de sa communauté. Je trouve que c'était assez cool avec le brief de faire un truc vraiment atroce et un peu drôle. Ouais, je comprends. Moi, j'avais hésité. En fait, j'ai manqué de temps. Pour l'UTMB, je voulais que... Donc, j'aurais eu ma playlist, hein. Mais je voulais que tous mes proches et ma famille enregistrent un petit audio. En fait, ce qu'ils voulaient, quoi. Tu vois, en me disant... je voulais leur dire, ça, je l'écouterai aléatoirement. En fait, ça va passer dans ma playlist. Et enregistrez ce que vous voulez et je l'écouterai pendant l'UTMB. Et je ne l'ai pas fait, mais je pense que... C'est une bonne idée. Ouais, pour un prochain ultra, notamment un ultra dur, tu vois, je le ferai. Je demanderai à mes proches de faire ça. Très bonne idée. C'était quoi les groupes dont tu étais fan plus jeune? Putain, je t'aurais bien dit le 45 tours que tu as acheté, mais c'est peut-être pas trop ta génération. Mais le premier concert que tu aurais aimé voir ou le premier disque qui a été un peu marquant pour toi? Alors j'aurais adoré, je me souviens quand j'étais petit, mon père et ma mère ils travaillaient ou ils étaient à la maison souvent avec les Rolling Stones. Ça j'aurais adoré les voir en concert. Après j'ai quand même vu Muse
Enfin, je l'ai pas vu, mais j'aurais adoré voir Muse. Je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écoutés. J'avais tous leurs albums. Et dans ma playlist, non, maintenant j'ai plus des musiques comme AC/DC que j'ai écouté un peu plus pas vieux, mais voilà, sortie de collège, début lycée. Et puis les groupes Sum 41, Blink 182, ça, Ok, ceux de ma rock, génération quand même. vont savoir. Ceux qui savent, savent. Ouais, exactement. Ceux qui sachent, savent. Ceux qui savent, Exact, sachent. c'est ça. Comment t'as découvert les produits Shox? C'est la rencontre? Et ma tante qui est au Canada en avait déjà une paire. Et je m'étais dit, ah, franchement, ça, c'est un produit qui devrait être connu chez nous, quoi. Parce que pour nous, les coureurs, je savais pas qu'ils faisaient pour la natation, par exemple. Mais j'avais vu l'intérêt de ce produit. Et je crois que c'est pour mon premier UTMB, hein. Je dis peut-être une bêtise, mais bon, on va partir là-dessus. C'est le plus ancien souvenir que j'ai. Où en fait, je prends un casque Shox. Et là, je me dis, mais je le sens pas sur les oreilles. Forcément, il va pas dans les oreilles. Mais ultra léger. Et il a tenu, je crois, 15 heures, le casque. J'avais le premier OpenSwim, parce qu'il n'y a pas besoin en fait de mettre le téléphone en Bluetooth dessus. On peut directement mettre comme le nouveau là, 4 gigas, ou celui-là il y a peut-être plus même maintenant de musique. Et moi qui ai un petit téléphone quand je cours, parfait. Donc je le mets, je l'enlève quand j'en ai besoin, quand j'en ai pas besoin. Tu l'as au départ? Non, je le mets. Alors je le porte parce que voilà, ça coûte rien de l'avoir, mais je mets pas au départ. Je le mets en général enfin, des 3 UTMB que j'ai fait, c'est au même moment, après les contamines, début de la nuit, quand il y a plus vraiment. Après Notre-Dame de la Ouais, Gorge. exactement. Ouais. J'attends Notre-Dame de la Gorge, grosse fiesta, et après il y a tellement un down, enfin tu vois, une différence entre avant et après Notre-Dame, que souvent je le mets là, et après voilà, ça Ça vacille. t'accompagne. Ouais. Tu l'utilises aussi dans le cadre de tes entraînements de la même façon? Ouais. Alors, l'avantage, je suis content d'être avec eux parce que je nage. Donc, ils ont les casques vraiment open swim pour la natation. Et en course à pied, ça dépend. Je le mets, c'est par phase. Tu vois, il va y avoir un mois. Là, souvent, automne, avec la nuit qui tombe vite, j'aime bien le mettre. Là, ça me remet un peu une motive. Et puis, voilà, je rentre dans mon monde. Donc je mets pas fort par contre. J'aime bien entendre le bruit de mes pas. Pareil, je cours avec Nazca, donc il faut que j'entende où elle est, même si elle part pas loin. Tu vois, il faut que je sois quand même en confiance. Je le mets souvent. Ouais. Là, tu parlais du fait d'avoir des MP3 directement dans le casque. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités ou usages que tu trouves intéressants, adaptés pour toi? En natation, ben, tu mets je sais pas si tu as déjà essayé, quand tu mets les bouchons pour coincer l'eau qui rentre dans les oreilles et que tu mets le casque, c'est incroyable. Ouais. Je l'ai fait essayer à Justine, elle me croyait pas, enfin pas à ce point-là en tout cas. T'as l'impression qu'il y a une boîte de nuit dans la piscine, quoi. Et ceux qui nagent sauront apprécier la musique dans les oreilles quand tu nages, quoi. Qu'est-ce que tu écoutes avec? Donc, on a parlé de la musique. Est-ce que tu écoutes des podcasts aussi? Ça peut t'arriver? Ouais. Alors les podcasts, je les écoute quand j'ai une sortie, tu vois, vraiment d'endurance, un peu longue, ou là j'aime bien mettre un podcast. Dès que j'ai du spécifique, je peux pas. Alors je suis pas capable de faire 2 choses à la fois, mais vraiment pas capable. Dans la vie de tous les jours, c'est vraiment une contrainte, tu vois. Si j'écris un SMS et que tu me parles, je ne vais pas savoir ce que tu me dis, mais vraiment pas du tout, quoi. Donc les podcasts, j'aime bien apprendre en fait du podcast. Et donc faut vraiment que j'ai pas de séance à faire, et là c'est vraiment marche-course, mais si je marche c'est pas grave, si je cours tant mieux. Et là j'écoute le podcast, j'aime bien. C'est important pour toi de rester aussi connecté à l'environnement, à la nature. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, c'est ça, d'avoir à la fois de la musique et de l'évasion, et puis en même temps une connexion à ce qui se passe autour. Ouais, bah pour te dire, avant je courais jamais avec des écouteurs parce que j'ai eu essayé, hein. Mais en fait ça me mettait trop dans une bulle, mais vraiment trop. J'entendais plus ma respiration, j'entendais plus mes pas, les feuilles qui craquent, et en descente j'étais pas serein, tu vois. Je me disais waouh, là la proprioception ok, mais le reste je l'ai pas. Donc là, ce que j'aime, c'est ça, c'est que j'ai le double avantage, tu vois. C'est je suis en harmonie avec la nature, et en fond, j'ai ma musique. Et quand j'ai besoin de switcher,
je peux vite me raccrocher à un autre monde. Tu vois, le monde années 80, étudiant. Soirée, tout ça. Ouais, exactement. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment ou d'un morceau qui t'a vraiment aidé dans une course? Moi, je sais à mon tout petit niveau que j'ai vraiment des souvenirs. J'associe beaucoup une musique à un moment. C'est vrai que dans des courses où je suis dans le mal, il y a une chanson qui peut m'aider à complètement revenir. Donc, moi, j'ai plein d'exemples avant le marathon du Mont Blanc de course. C'est souvent un peu du rock. J'écoute aussi pas mal de musique électronique, mais qui me remettent dedans. Est-ce que toi, tu as un moment le souvenir d'une chanson qui t'a vraiment aidé ou remis sur les rails? Ouais, c'est marrant, c'est du rock aussi. Grand Col Ferré. Je crois que tu allais dire Grand Col Malade. Non. Non, au Grand Col Ferré cette année, en plus, tu vois, c'est un peu pour nous en tout cas, ceux qui on forme le top 10, on doit passer quasi au lever du jour là-bas. Et donc, moment un peu dur, quoi, où le cerveau il se dit, bon, bah là, tu viens de passer la nuit, il faut aller se coucher, quoi. Bah non. Manque de bol, faut continuer. Et là, Start Me Up de Rolling Stone. Ouais. Et je me souviens, je m'étais mis à chanter. Ok. Et ça m'a remis une énergie de fou. C'est une musique que j'écoute beaucoup avant les courses aussi, tu vois, dans la voiture pour aller Pour te sur la ligne chauffer. de départ, ouais, j'adore. Et là, j'étais hyper content qu'elle passe à ce moment-là en aléatoire. Je me le suis dit d'ailleurs, j'ai dit, ah ouais, celle-là, trop bien. J'aime bien ce côté surprise, moi justement aussi, quand d'un seul coup c'est une chanson que t'attends pas, tu vois, Ouais. tu sais, elle est quand même dans ta playlist quelque part, C'est ça. mais elle pop et elle est Ouais. pile au bon moment, ou au pire tu la skips. Mais... Ouais, alors anecdote, la première fois où j'ai porté le casque Shox pour mon premier ITMB, j'avais pas mis assez de musique. Je savais pas, tu vois, je portais pas de casque avant. Et en fait, la playlist sur les 14 heures, j'ai dû l'écouter, mais peut-être pas 10 fois, mais 8 fois. Et en fait, l'aléatoire à la fin, c'était plus un aléatoire, c'est que je savais, et mon l'enchaînement. inconscient savait la musique qui allait passer après, quoi. Donc les 2 années suivantes, j'ai dit, oh là, faut que je blinde de musique pour pas savoir, justement. Au-delà de la musique là, dont on a beaucoup parlé, Arthur, est-ce que tu as, dans ton emploi du temps, qui est pas mal pris avec voilà, évidemment ta pratique, pas mal d'engagement, est-ce que tu as d'autres loisirs dès que tu as un petit peu de temps? Qu'est-ce que tu prends plaisir à faire? C'est quoi dès que tu as 2-3 heures devant toi? Qu'est-ce que tu peux avoir envie de faire? Bah, la première chose que je fais quand j'ai du temps, c'est cuisiner. C'est ma deuxième passion. D'ailleurs, quand je bossais à plein temps et que je m'entraînais, ça me coûtait beaucoup de ne pas pouvoir faire le repas, enfin prendre ce temps-là. Et maintenant, j'ai retrouvé ce temps et ça me fait vraiment du bien. Tu vois, c'est pas grave si je mets 20 minutes de plus à faire quelque chose. Si c'est quelque chose de bon, que ça me plaît, c'est vraiment un temps calme pour moi. Alors, j'ai pas encore la lecture. J'aimerais bien m'y mettre, mais bon, on peut pas tout faire non plus. Les journées sont quand même assez remplies. Donc, vraiment, ça, c'est ma deuxième passion. Après, je sais que quand je peux bricoler, tu vois, j'adore ça. Travailler le bois, ce genre de choses. Je peux y passer une journée, quoi, et pas voir l'heure passer. Donc, voilà. La musique, on verra. Ça fait pas mal de choses en tout cas, déjà. Ouais, bien sûr. Bon, je pense que de toute façon, les journées restent trop courtes pour faire des choix. Ouais, exactement. Il y a des livres audio, je te le dis, sur Spotify maintenant notamment. Tu as accès avec un abonnement à un certain nombre d'heures. Je sais, j'étais au Marathon des Sables au mois de novembre. Je sais qu'il y a quelqu'un sur les tapes longues qui s'est fait un bouquin entier. Pendant, tu vois, le bouquin dure 10-12 heures en audiobook. Et donc, il a écouté. C'est une alternative encore. Voilà. Mais tu vois, alors peut-être comme les podcasts en faisant du sport, mais par exemple, je ne serais pas capable de cuisiner et d'écouter un livre. Pas faire ces deux choses-là en même temps. Je pense que courir, je sais tellement le faire et c'est tellement devenu instinctif ou faire du ski, tu vois, je peux écouter, mais sinon un livre audio, autant que je le lise sur mon canapé parce que je pourrais pas faire autre chose que l'écouter, tu vois. Donc à voir. Je voulais qu'on parle aussi de Justine, tu l'as mentionné un certain nombre de fois. Comment est-ce que tu décrirais son rôle dans ta vie de manière générale et puis aussi plus particulièrement dans ta carrière sportive? Donc, ça fait, tu vois, tout à l'heure, j'ai disais que ça fait 10 ans que je cours des ultras et ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Okay. Donc c'est simple, c'est une aventure plus que commune, c'est qu'on a commencé à 2 les courses et elle a fait tous les suivis quasiment de mes ultras, sauf peut-être 1 ou 2, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Et j'envisage pas aujourd'hui de courir un ultra, en tout cas si elle est dispo, sans qu'elle soit là. Tout le monde le dit, quand on fait un ultra, on est certes seul à courir, mais c'est pas du tout un sport individuel. Tout seul, moi, j'irai pas dans mes retranchements comme j'y vais. Il y a plein de moments où, avec la grosse fatigue,
Le cerveau, il est très bien fait, hein, on lâcherait un peu. Et en fait, elle voit tellement à quel point je me donne à l'entraînement, à quel point je suis passionné par la course à pied, qu'à ce moment-là, elle sait ce qu'il faut me dire et elle sait aussi tout le chemin que j'ai parcouru et que là, il faut pas que je lâche, tu vois. C'est la seule qui voit quand il fait un temps exécrable que je vais m'entraîner 3 heures et puis je rentre, je suis tellement frigorifié que je vais être habillé sous la douche. L'hiver, il est rude en station, donc voilà, même si j'adore et que c'est une passion, c'est parfois très dur et elle est là pour le voir et me le rappeler. Donc on forme un duo, quoi. Elle est constante, elle, dans ses envies de t'accompagner sur des suivis, sur toutes les courses. Tu sens que c'est toujours, ça lui fait plaisir et qu'elle a envie d'être là pour toi tout Ouais, le temps. ouais. Et ben ça, j'ai essayé quand même un peu moins maintenant. Avant, je prenais presque trop. Enfin, je plaçais beaucoup d'importance dans. Je la questionnais tout le temps. Mais t'es sûr que. Et en fait, un jour, elle m'a dit, mais arrête de me dire ça. C'est si j'y vais, c'est que j'ai envie. Et je fais partie du projet. Donc, et là, je l'ai compris. C'était un projet commun, en fait. Elle m'aide sur aussi beaucoup d'autres aspects, hein. Donc maintenant, je me dis, bah en fait, on est deux. D'ailleurs, on prend les décisions d'Ultra Trail, du calendrier de course à trois. Elle, mon coach et moi. Donc ça c'est hyper important. Et puis ouais, non, voilà, on est trois. C'est une alchimie qui est difficile à trouver. Ça pourrait d'être présente pour un athlète de haut niveau et toi aussi lui laisser toute la place à son propre accomplissement à elle aussi. Bah, c'est très dur et ça l'est encore. Je pense que tous les athlètes de haut niveau le vivent. En fait, on fait un métier très individualiste. Moi, j'ai beaucoup de mal à l'accepter encore aujourd'hui, mais il faut penser qu'à soi. C'est dur quand on te le dit, tu vois. On te dit, mais en fait, tu penses qu'à toi. Et au final, c'est vrai, parce que ce qui compte dans ma journée, dans la to-do list, c'est en un, entraînement. Et après, si j'ai le temps, c'est le reste. Alors aujourd'hui, j'ai du temps, donc je fais les courses, je fais à manger, c'est OK. Mais il y a eu un moment où j'allais travailler et le reste de ma journée, c'était m'entraîner. Et on passait pas de temps ensemble. Et c'est dur, en fait, quand on te le dit, tu vois, de l'assumer. Moi, longtemps, je l'ai pas assumé. Je dis, mais non, je pense pas qu'à moi. Mais en fin de compte, c'est vrai que si on réfléchit purement au niveau de la journée, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, j'ai pensé qu'à moi parce que j'ai fait mon entraînement. Donc ça, c'est dur à accepter, tu vois, de te dire, fais un métier où je suis individualiste, quoi. Alors que pour moi, c'est vraiment quelque chose à deux. Ça l'est, mais c'est quand même moi le détenteur de la performance finale. Enfin, tu vois, l'athlète, il est mis en lumière, il n'y a que lui, quoi. Donc, un peu compliqué, ouais, à vivre parfois. Est-ce que Justine, elle court aussi? Bah, alors, on s'est rencontrés en natation, parce Ok. qu'elle nageait beaucoup. Elle nageait mieux que moi. Et après courir, bah, elle a les articulations un peu plus fragiles, donc elle peut pas faire de longues distances. Mais on court sur mes séances de récup ensemble. Le ski de rando, on en fait souvent ensemble. Elle adore la montagne. Donc voilà, on essaie de partager des moments. Après, quand on est sportif de haut niveau, il y a quand même dans la semaine allez, au minimum 3 séances de qualité avec des intensités, avec des choses qu'on essaie de respecter. Donc ça, bah voilà, je peux pas tellement les partager. Et il reste finalement assez peu de temps après en commun. Direction un gros objectif de ta saison, donc cap sur Chamonix. Je t'ai quitté il y a quelques minutes, tu nous parlais de la hard rock. Ton été, il a été studieux pour préparer là, ce dernier bloc, cette dernière ligne droite jusqu'à l'UTMB. Ça s'est bien structuré, bien organisé, comme tu voulais? Ouais, vraiment bien. Le mois d'août, j'ai regardé, parce que j'aime bien les stats, souvent après course, tu vois. Pendant, je suis focus, mais j'aime bien la fin de saison, regarder les mois sur Nolio, là, je regarde. Tel mois, j'ai fait tant d'heures par rapport à l'année d'avant et tout. Et là, cette année, juillet, août, du coup, c'est souvent entre 2 mois, tu vois. Je prends 4 semaines pour regarder les stats. C'était mon plus gros mois de ce que j'ai pu faire en 10 ans. Donc vraiment, c'est là où j'ai passé, je crois, 120 heures de course à pied dans le mois. 122 heures exactement. Donc vraiment, on a fait quasiment que du long, beaucoup avec Ludo.
On a fait une autre reco de l'UTMB. Moi, j'ai passé énormément de temps dehors. Et du coup, c'est les semaines que je préfère. T'as changé des choses, là, hormis le fait de passer plus de temps? Parce qu'il y a dans l'exécution même de ce plan-là, etc., il y avait des Ouais, choses qui ont été abordées différemment? ouais, j'ai tendance à m'entraîner un peu trop haut en cardio, en intensité. Et ça, depuis que j'ai fait des tests à l'effort à Lyon avec Marion Delpierre, on a regardé et en fait, on a vu que j'étais très, très costaud dans ces zones de haute intensité, mais qu'on tient longtemps, ce qu'on appelle le seuil. Mhm. Mais finalement, je travaillais trop là-dessus. Et donc, la zone 2-3, tu vois, d'endurance fondamentale, je pensais être encore meilleur là-dedans, mais non. Et je pêchais un peu. Et donc, sur ce mois de juillet, au Colorado et tout début août, de retour en France, j'ai vraiment fait de la marche avec bâton. Tu vois, je prenais mon temps, beaucoup de dénivelé, hein, mais en fait, si je faisais 3000 mètres de dénive en 6 heures au lieu de 5, ou je te donne des temps, mais c'est pas forcément cela, hein, c'était pas grave, quoi. Donc j'ai plus pris mon temps. Est-ce que c'est la première course que tu poses sur ton agenda? Il y a le mute que tu aimes bien, tu nous l'as dit. Tu commences par laquelle? Non, je commence par l'objectif principal de ma saison. Et on construit autour de ça. Donc là, c'était clairement UTMB. J'avais mis fin août UTMB. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avant? Qu'est-ce qu'on fait encore avant? Il y avait le passage Hard Rock. Donc ça, voilà, c'était un bloc d'entraînement. Et je mets mes courses en fonction de ça. Mais UTMB. Tu commences par là. Ouais, ouais. C'est ta troisième participation à cette occasion-là. Tu avais fait la TDS précédemment. Est-ce que tu viens avec le même enthousiasme à chaque fois? Ouais, ouais, vraiment avec le même enthousiasme et avec la même fougue un peu que j'avais la première fois. Alors, je sais juste que quelle émotion je vais vivre au départ et à l'arrivée. C'est un peu le flou parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Ouais. Mais je sais juste pourquoi j'y vais. Le départ, là, je me revois, enfin voilà, et l'arrivée, les 2 derniers kilomètres. Donc, ouais, vraiment, j'ai les étoiles dans les yeux quand je la mets sur le calendrier. Est-ce que c'est un moment que tu savoures dans sa globalité aussi? On sait qu'il y a un certain nombre d'activations. C'est le moment où tu recroises aussi pas mal d'athlètes avec le gratin international qui est présent. Voilà. Est-ce que c'est aussi dans sa globalité un moment que tu apprécies au-delà de la seule course? Bah oui, et je l'apprécie presque trop. C'est-à-dire que là, on parlait tout à l'heure de Justine, mais sans elle, je réussirais pas mon UTMB, c'est sûr. En fait, quand je suis là-bas, j'ai l'impression d'être comme un enfant au parc d'attractions. Je veux tout faire, tu vois. Je veux aller voir tous les stands partenaires, je veux aller voir tous les copains. Et on est hyper sollicité, donc moi j'ai tendance à dire oui à tout le monde parce que je suis content. Mais en fait, j'en oublie que le vendredi, là, on part pour la bataille, tu vois. Et Justine, en fait, elle tient mon agenda. C'est elle qui a mon téléphone. Parce que sinon, pareil, je passe un temps fou à répondre aux marques. Oui, je vais venir, moi, machin et tout. Donc j'essaie vraiment de limiter. Mais ça n'empêche que je prends beaucoup de plaisir à passer du temps avec ceux sur les stands de partenaires que je vais voir. NAC, Sunto, enfin voilà, j'adore. Il y a eu une incontestable densification du niveau. Avec quel œil tu vois ça? Est-ce que pour toi, c'est une source d'émulation additionnelle et c'est fondamentalement ce que tu cherches? Est-ce que tu aimerais parfois être un peu plus peinard sur les courses et avoir un petit peu moins de rivalité? Je vais être franc, je suis hyper content quand je vois, tu vois, on peut faire moins de 20 heures. C'est génial. Et ça pousse à l'entraînement à se dire en fait c'est possible. Et donc l'année prochaine, je sais que si c'est une année où tout est dans tout est dans le vert, que j'ai pas de coup de moins bien, c'est faisable, quoi. Et ça c'est génial. L'avancée du sport fait que il faut voir ça d'un bon œil. Après, avec la fatigue, avec tout, chaque année je me dis punaise, il y en a encore qui ont sorti la course stratosphérique de leur vie. Moi, je me suis tellement entraîné, j'ai tellement fait les choses bien, je pense, tu vois, que j'aurais aimé être en termes de classement forcément mieux classé. Le temps, je sais que j'ai fait ce que je savais faire, mais le classement, je t'avoue que parfois il y a un petit peu de frustration parce que c'est normal, on cherche aussi ça, quoi, tu vois. Donc, mais c'est souvent avec la fatigue. Après, je relativise et je me dis un jour ce sera à moi. Puis voilà. Tu me l'as dit, au mois de Templier, tu as un double objectif. Le premier, c'est le chrono.
Puis le second, c'est aussi prendre du plaisir, être satisfait de toi pour un peu fermer ce chapitre-là et puis pouvoir envisager aussi l'année prochaine d'autres projets, d'autres courses et puis probablement revenir à l'UTMB à l'avenir. Mais c'était un peu ça les deux intentions. Ouais, exactement. En un, c'est vraiment le chrono et ma personne, si je peux dire. Tu vois, je me suis entraîné, j'ai fait ça, ça, ça. J'estime pouvoir mettre tant de temps. Si je coche la case, c'est génial. Et les autres, après, c'est un paramètre que tu peux pas gérer. Tu vois, je disais une course stratosphérique, vraiment très heureux pour l'athlète, mais moi, ça, je peux pas décider. Donc, finalement, je peux finir 10e avec le même chrono comme 3e. Donc, ça, c'est le bonus qui fait plaisir quand même. Quand tu fais un top 5 à l'UTMB, un top 10 à l'UTMB, c'est incroyable. Donc, c'est la cerise sur le gâteau et j'avais besoin de faire mieux que les années précédentes, quand même en classement et en temps, pour passer à autre chose, mais revenir un jour. On va te revoir là-bas, Oui, oui. pas de doute. Tu l'as dit tout à l'heure, tu connais bien l'avant, tu connais bien la fin. Est-ce qu'il y a une forme de relâchement aujourd'hui? Est-ce que tu vis la ligne de départ quand même avec beaucoup plus de recul, de sérénité, ou est-ce qu'il y a malgré tout encore un truc très particulier? En fait, au fond de moi, je sais que ça va bien se passer, que c'est long. Enfin voilà, il y a 20 heures de course. Et je peux pas m'empêcher au départ, vu que je suis quand même pas le plus rapide des coureurs. Alors oui, je pars souvent un peu vite, mais je suis conscient que je suis pas le plus rapide. En fait, j'ai juste hâte qu'on soit au 30e kilomètre. Mais sur toutes les courses, hein, sur tous les ultras, je me dis, mais vivement le 20 ou 30e kilomètre qu'on puisse un peu ralentir, quoi, parce que on part tous trop vite, enfin très vite. Mais il faut se placer, il faut aussi se mettre dans une. Moi, ça me permet de me mettre dans un état, tu vois. Si je pars tranquille, je pense que j'aurais du mal à me dire, bon, aujourd'hui, tu donnes tout, tu vois. Je pars presque pour une sortie longue. Donc j'ai besoin de me challenger un peu en gérant, en dosant l'effort, hein. Mais voilà, ouais. Ouais, c'est cette forme de stress positif quand même, tu vois, que j'ai au départ. Est-ce que tu peux nous parler du scénario de course? Les années se suivent, mais se ressemblent pas du tout. Toi, il y a eu des chapitres assez marqués dans cette édition 2024. Ouais, là, dès le départ, très étonné. Alors, j'avais beaucoup travaillé le plat, hein, cette année. Donc, je savais quand même que j'étais j'étais très à l'aise aux allures de départ de l'UTMB. Par contre, je pensais que au rythme où j'allais pas être du tout premier, quoi. Notamment Mathieu, Aurélien. Mathieu, il est très rapide, tu vois. Très vite, je me retrouve devant. Alors, il y a eu peut-être 10 secondes où je me suis posé la question, puis après, je me dis hop, 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 suis ton plan, qui était focus sur toi jusqu'à Courmayeur. Ne tourne pas la tête, ne regarde pas, t'es combien, la montre. J'ai fait toute aux sensations, jusqu'à Courmayeur. Donc, juste étonné de m'être retrouvé devant, alors qu'il y avait un plateau phénoménal, quoi. Et ensuite, après Courmayeur Champais? Courmayeur-Champais, les 2 éditions précédentes, alors la première fois que j'ai fait l'UTMB, j'ai pris un coup de mou monumental après Courmayeur à la sortie du ravito. Je sais pas, je m'étais peut-être arrêté un poil trop longtemps, tu vois, je m'étais assis. Et du coup, après, grosse fatigue jusqu'à Burton. L'année suivante, j'avais bossé ça mentalement, voilà, j'étais prêt. Tout s'est bien passé pour ce passage-là. Et puis après, Grand Col Ferré, gros coup de moins bien. Bon, cette année, j'ai travaillé pour les deux, donc ça a marché. Je me suis senti très bien jusqu'à Champé. Après, ça a fluctué, tu vois. Mais j'estime avoir eu moins de... Si tu veux, mes 2 premiers UTMB, je partais très bien. Et puis, la forme, l'état de forme, vraiment dégringolé au fur et à mesure des kilomètres. Et ça revenait pas, voilà, ça faisait pas de up and down. Cette année, je suis un peu plus content de moi parce que j'ai eu des gros coups de moins bien, plutôt que prévu, voilà. Mais il y a eu plus c'était plus en dents de scie, tu vois, sur toute la course. Et j'ai fini plutôt sur un coup haut. Enfin, j'étais bien sur la fin et ça fait Depuis plaisir Trian, quand même. ça s'est particulièrement Ouais, passé. c'est ça. Donc franchement, quand tu peux faire la fin de l'UTMB, t'es cramé complet, hein. Mais que dans la tête, tu sais que t'es pas encore plus mal que tu pourrais être, ouais, c'est cool. Franchement, ouais, c'était chouette. Tu termines à la 6e place en 21h12, donc il n'y a pas l'objectif de 21h, mais quand même, il y a un chrono
qui s'améliore, il y a une position qui s'améliore aussi. Donc voilà, puisque je pense que tu avais l'occasion de me dire aussi aux Templiers, ce que tu viens de raconter là, ta capacité aussi à te remobiliser, à dire que ça va pouvoir aller mieux, à te sortir de ce pas-là et puis de faire un final qui est quand même très réussi, et puis une note qui est globalement très positive. Tout ça, c'est très satisfaisant, j'imagine. Ouais, c'est ça. On avait beaucoup travaillé, comme je l'ai dit, avec mon entraîneur sur voir toujours, se forcer à le faire, voir ce qu'il y a de positif dans cette phase de négatif. Les autres années, j'arrivais pas trop avec la fatigue à rester dans cet état d'esprit. Il y a un moment où je me disais, non mais là, c'est bon, il est gentil, mais en fait, je suis mal, et il n'y a rien de positif, tu vois. Et en fait, on a vraiment beaucoup travaillé ça, et maintenant, j'arrive à trouver quelque chose de positif. Soit, bon, bah là, t'es très mal, mais je sais pas, moi, bah du coup, tu ralentis, profites-en pour manger, parce que tu peux manger, parce que tout va bien au niveau digestif, donc tu vas reprendre beaucoup d'énergie. Tu vois, je le voyais comme une boule de feu dans mon estomac qui augmentait. Et je me disais, ouais, celle-là, quand elle va être grosse, tu auras plein d'énergie à dépenser. Donc j'ai toujours trouvé un moyen de me raccrocher. Alors c'était le paysage parfois. Je disais, oh, bah regarde, on a une édition où il fait super beau, mais en même temps pas trop chaud. Donc ça, je suis très content et je pense que ça va m'aider pour les prochaines courses. Est-ce que tu as encore été surpris de la difficulté de la course, même si tu connais par cœur? C'est quand même à chaque fois une épreuve? Ah ouais, chaque fois. Déjà en amont, comme je te disais, pendant la saison, tu te dis mais comment je vais y arriver fin août parce que là, je suis pas capable de faire plus d'1 kilomètre après 120 bornes. Donc déjà ça, la distance, mais l'intensité que tu dois mettre tout au long pour garder le top 10 ou mieux, hein. Mais à partir de Champé, chaque année, je me dis mais qu'est-ce qu'on se met, quoi. On arrive à Champé, on est déjà tous, hein, pour le coup, hein, on est entamés, hein. Et là, il reste 3 bosses. Et on les connaît par cœur et elles font mal. Les descentes, pour moi, ça va un peu mieux. Donc, je pense vraiment aux montées, tu vois. Et c'est la journée, il fait chaud. Ouais, là, chaque année, je prends un tir quand même. Tu connaissais Vincent Bouillard, qui l'a emporté? Est-ce que c'était pour toi aussi une découverte à ce moment-là, ou est-ce que tu avais peut-être vu sa performance à la Maxi Race un peu plus tôt? Est-ce que tu connaissais, enfin, dans quelle mesure tu le connaissais? Alors, j'ai suivi la Maxi Race, mais je l'ai pas vu. Alors, je me souviens qu'Ossem Nose, si je dis pas de bêtises, il est passé en tête. C'est possible. Ouais, parce que j'étais avec Alix. Ok. J'étais avec Alix, Vincent, enfin Vincent Viette, il y avait plein de monde. Et on voit passer du coup Vincent, que je connaissais pas. Et je dis, waouh, mais il y en a un, il est parti comme une bombe devant Mathieu, devant Diego, Aurélien. Je dis, waouh, mais lui, il prend des risques, quoi. Donc je savais pas que c'était lui. Je l'ai su après. Et pendant la reco UTMB, Ludo, qui est chez Oka, et Vincent travaillant chez Oka, Ludo me dit, ah, tu verras, faudra faire gaffe à Vincent Bouillard. Je dis, c'est qui? Ouais, il est ingénieur chez Oka, mais crois-moi qu'il tourne. Moi, dans ma tête, tu sais, quand on dit quelqu'un, son métier, son prénom, tu te fais un visuel sur la personne. Pour moi, il avait l'âge de Ludo, tu vois. Donc en fait, pendant la course, quand Vincent me double dans le col de la Seigne, je sais pas du tout que c'est lui. Ok. Mais vraiment, pour moi, c'est un jeune. Voilà, et en plus, en aisance respiratoire, quand moi, je suis dans un gros coup de moins bien. Avoue que tu t'es dit qu'il allait faire popcorn. Ah ouais. Ah, mais là, il montait le col de Seigne trop facile, quoi. Je me suis dit, non, il va bien avoir un moment où moi, je vais aller mieux et lui, pas bien, tu vois. Donc, mais on a un échange très bref, mais très gentil, hein. Il me dit, ah, je me souviens, il me dit un mot d'encouragement, tu vois, allez Arthur, c'est encore long, enfin bref, ça va le faire, quoi. Et je lui souhaite bonne course. Donc je le connaissais pas et en même temps on m'en avait un peu parlé, donc à la fin juste surpris en bien de la perf, quoi, qui est stratosphérique. 19h54, ouais. Incroyable. Première UTMB. Nous on est là deuxième 100 miles, trimer pour gagner 15 minutes chaque année. On en parlait avec Ludo. On se met plus de 1000 heures d'entraînement à l'année pour gagner 15 minutes chaque année. Bon, bah lui, s'il gagne 15 minutes chaque année, ça va être compliqué. Ouais, ça va être beau. Ouais, la barre des 19h, là, ça va être un autre sujet. Est-ce que tout ça, ça valide ta décision d'alléger un petit peu? On avait l'occasion d'en parler à plusieurs reprises dans nos échanges par le passé, mais
T'es quelqu'un de très enthousiaste, donc t'as envie de faire, enfin, t'es passionné par la course à pied, évidemment, par le trail, d'aller un peu alléger tes cours, d'avoir fait l'impasse, il y a un ultra de moins cette année. Tout ça, tous ces résultats et cette progression, ça valide aussi ces choix-là. Ouais, c'est toujours compliqué, hein. Franchement, dans le choix de ma saison, là, je vais finir de la valider, mais j'ai quand même toujours cette envie de mettre des belles courses. Puis maintenant, on est un niveau, on est invité. Tu vois, je reçois souvent des invitations, ça fait super plaisir, hein. C'est vraiment génial. Et du coup, tu as envie tu vas sur le site de la course, tu vois le paysage, tu vois, waouh, vas-y, c'est génial. Tu as envie de dire oui. Et puis une course, deux courses, déjà, c'est trop, quoi. En plus de ton planning. Donc, t'essaies de négocier avec Eric quand même? parfois, j'en parle à Justine en premier. Honnêtement, elle me connaît presque mieux que je me connais. Donc, elle arrive maintenant à filtrer. Avant, je posais la question à Eric. Avant. Maintenant, c'est Justine qui arrive à tout de suite me remettre dans le droit chemin. Donc, je vais continuer dans cette voie-là de ne pas en faire trop. Et puis, on verra si je progresse encore. Je voudrais que tu me donnes un nom ou un adjectif sur chacune des éditions de l'UTMB 2022, 2023, 2024. Un mot associé à chacun de ces UTMB. C'est un mot pour chaque édition. La première édition, forcément euphorie, parce que c'était ma première édition. Là, j'étais vraiment euphorique, comme un enfant, tu sais, de 4-5 ans à Noël. Là. Franchement, vu que c'est la première fois, tu peux que faire quelque chose de cool. Bon, au pire, tu rates, mais t'as pas cette année précédente où tu dis, ouais, j'ai fait bien, il faut que je fasse bien. La seconde, je dirais que le mot, c'était valider. Tu vois, j'avais quand même cette envie en disant, mais pour moi, hein, vraiment, je voulais me prouver que c'était pas un coup de chance l'année d'avant. Donc, valider un top 10, un temps. Donc là, j'étais encore une fois content. Et la troisième, donc l'année qui vient de se passer, c'était vraiment profiter, tu vois, le terme. Mais profiter dans l'effort, hein. Ça voulait pas dire profiter balade, tranquille, hein. Mais en fait, j'avais déjà validé. Donc maintenant, c'était OK, forcément que j'aimerais bien faire mieux. Et je voulais faire mieux. Mais il faut aussi profiter de la course, tu vois, profiter de l'ambiance, profiter des gens, de cet effort qui est tellement intense que voilà, je voulais m'en souvenir. Après l'UTMB, t'as pas pu faire vraiment de pause. T'as été obligé de retourner au Turbin. C'était pas pour toi, c'était pour ton frère. Exact. Donc t'as rechaussé très vite les baskets, t'as été faire du vélo et tout ça. Ouais, je me souvenais plus que je t'en avais parlé. Mais oui. Une première pour moi. Et en fait, cette année, elle a été hyper riche parce que justement, il y a eu la phase Pacer pour Ludo. Et donc, Pacer pour mon frangin qui a fait son premier Ironman, un des plus durs en plus au monde, l'Icon X3 en Italie, dans les Dolomites en plus. Donc voilà, c'était facile pour moi d'y aller et j'adore. Mais j'ai été tellement content de l'emmener, si je peux dire, jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que toute la phase vélo, je gérais son plan nutritionnel. Après, j'ai pu l'accompagner sur la course à pied. Donc, en fait, on s'entend tellement bien que c'était hyper simple. Franchement, il a juste fait une course idéale pour un premier Super résultat. Ironman. Ouais, aux portes du top 10. Et je pense, on en a parlé après, il a vraiment géré le vélo. Parce que c'était quand même 190 km, il n'avait jamais fait. Et je pense qu'il pouvait faire encore bien mieux. Donc ça, c'était incroyable. Et comme moi, je venais de sortir de l'UTMB, j'ai pas eu cette phase descendante, tu vois, en termes de spectacle, d'endorphine et tout. Et en fait, je me suis dit, oh, la forme est là, tout va bien. Ouais, par contre, derrière le gros Coup de calgon. oh là là, il y a eu une période où voilà, je faisais moins le malin. T'es allé ensuite donc, au Templier, c'est une course à laquelle t'es attaché, ton premier 100 km. L'idée, c'était, voilà, compte tenu du contexte, pas forcément d'aller chercher de la perf, c'était plutôt prendre du plaisir. Ouais, exactement. C'était la course, comme je l'appelle, plaisir de fin de saison. Longue plaisir. J'avais dit, bah tiens, c'était mon premier 100 km, l'endurance trail. Et bah je veux revenir sur l'endurance trail, quoi. Donc 8 ou 9 ans après, 8 ans, je crois, après.
Et là c'était clairement avec la forme restante. Hein, je savais très bien, je voyais sur les séances, j'avais pas refait une séance de fractionné depuis l'UTMB jusqu'au Templier. Parce que tu n'avais pas envie. Ouais, exactement. J'avais pas cette envie. Et je l'avais dit à Eric, hein, qui me planifiait mes semaines. Il m'avait dit, mais pas de souci, moi je te propose des trucs, mais fais franchement en fonction de toi, ton envie, parce que les objectifs sont passés. Et en fait, moi j'avais juste envie de me balader tranquille, trottiner avec Nazca, passer du temps dehors. Et donc ma première séance de fractionné a été le départ de l'endurance des Templiers. Eh ben, j'ai pas été déçu, parce que ça part vite. Hein. Et par contre, je finis, enfin voilà, la course a été très dure parce que au bout d'une heure de nuit, j'avais l'impression que ça faisait 6 heures qu'on courait dans la nuit. Hein. J'ai dit à Justine et un ami, mais là, mais quand est-ce qu'il fait jour, quoi? Ils m'ont dit, mais tu viens de partir. Ah non, non, c'est pas possible. Donc ça a été dur, mais j'étais très content de la finir. Ouais. Arthur, je te propose une dernière rubrique pour boucler cette année 2024 et puis après, on va se parler de la suite. Alors attends, je sors ma petite coupelle. Attention. Un nouveau petit format. jeu quand même. Ouais, je t'ai fait un peu bosser à l'ancienne quand même. Il y a un petit bout de papier. On va revenir donc sur l'année 2024. Là-dedans, il y a soit un adjectif, soit une phrase. Et donc, à toi de me dire le moment auquel tu l'associes. Exemple, si tu pioches surprenant, ton moment le plus surprenant de l'année 2024, par exemple. Donc, ça peut être du perso, ça peut être du sportif. C'est vraiment libre à toi de l'interpréter comme tu veux. Donc voilà, il y a 6 papiers, il faut piocher les 6 les uns après les autres. Donc voilà, les moments de 2024 que tu vas tirer à droite. Et tu auras notamment surprenant dont je viens de te parler. Pas besoin de... Oh bah regarde. Surprenant, et il n'y a pas de hasard. Finesse. Et j'ai pas eu le temps de réfléchir à surprenant. Je me suis dit, je piocherai pas celui-là. Surprenant. Bah si. Un seul moment. Non, allez, on va dire un moment. La victoire plus le record de Ludo sur le Hard Rock. Surprenant quand même. Et surprenant bien, ça m'a donné envie un jour de peut-être réussir ce qu'il a réussi dans sa carrière. En te faisant pacer par Ludo. Ah bah oui, clairement. S'il est encore apte à courir et que je suis pas qui ressort dans 10 ans, clairement. Ce serait chouette quand même. Bah ouais. Le revers de la médaille et puis repasser un moment là-bas, quoi. Tu lui offriras la tasse ou pas? Ah, peut-être. Faut pas que je la casse d'ici là. Moi, on pourra en acheter une autre. Ouais, exact. Ouais. On dira rien à personne. Bien noté pour le moment le plus surprenant. Le deuxième? Ouais, le deuxième. Allez. Marquant. Alors, c'est quelque chose de moins fun en termes de sport, mais c'est ma blessure. Je pense que ça m'a marqué. Et ça a marqué ma saison. Si tu me dis 2024, tu vois, ça a commencé quand même avec le premier objectif. Je me fais une vraie blessure. Alors pour certains, ils s'en sont fait 6-7 des entorses, mais moi, ça m'a mis un gros coup au moral parce que je savais que ma force était dans les descentes et j'avais très peur de ne pas revenir à mon meilleur niveau. Donc marquant l'entorse quand même dans une carrière. Parfait. Ensuite, on a quoi? C'est le petit best-of de l'année en quelques phrases. Ouais. Intense. Globalement, la saison quand même. Hein, toujours intense, une saison d'ultra. On a peu de répit. Moi, j'aime pas trop m'arrêter non plus. Donc, mais chaque année, le 31 décembre, là, je me dis, waouh, c'était intense quand même. Tu sais, quand tu vois ce travail, il te dit maintenant, cette année, vous avez fait tant, vous avez fait. Là, tu dis, waouh, quand même, on s'arrête pas beaucoup. Hein. On aime ça, mais. Donc, une saison pleine, intense, c'est avec plein d'émotions différentes. Après. T'es à la moitié du chemin. C'est ça. Décevant. Qu'est-ce qui est décevant? Il y a eu un moment... Ouais. Après, maintenant, j'essaie de voir toujours le positif dans ce qui est négatif. Donc, peut ne pas y en avoir. Il n'y a pas grand-chose de décevant, mais ouais, je dirais... Là, comme ça, je pense à rien, tu vois. Ok, donc c'est qu'il n'y en a pas. Non, ouais. Comme je t'ai dit, mon entorse, c'est marquant, mais c'est pas décevant. En fait, ça aurait été décevant d'abandonner une course en fonction de mon état d'esprit, en tout cas. Hein. J'aurais pu être déçu de moi,
si j'avais abandonné une course, pas pour les bonnes raisons. Voilà. Mhm. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, je n'ai rien On de leur emballe ce décevant. papier. Ouais, Et on souhaite qu'il n'y en ait pas l'année prochaine. exactement. Dont tu es le plus fier? Je dirais d'avoir trouvé un équilibre. Alors, je pense qu'il peut être encore plus équilibré, mais d'avoir réussi à trouver un équilibre entre pourquoi je cours, pourquoi j'ai fait de ma passion mon métier, et, euh, et, et maintenant de savoir que mes proches, ils sont là aussi avec moi, tu vois. J'ai plus besoin, comme je te disais, d'avoir la validation. Mais vous êtes sûr que ça vous dérange pas d'être là avec moi ou de m'aider? Justine, elle est là pour mes partenariats aussi. Souvent, je lui demandais, mais ça te prend du temps, tout. Donc, je suis fier qu'on ait formé une équipe. Voilà, et que je sois un peu en harmonie maintenant avec la pratique. Ouais, On la sent, cette sérénité. ouais, ouais. Le dernier. Allez, le dernier. Celui que tu voudrais revivre. Euh, je vais dire la hard rock, mais en tant que coureur. Ok. Donc, tu vois, c'est un moment, ça sera pas exactement le même, mais, mais j'aimerais quand même vraiment revivre ce moment si unique, là, hors du temps, hein, presque, hein, au Colorado, mais du coup, en tant que coureur. Donc, peut-être pas l'an prochain, mais j'espère dans 2 ans. Voilà. Parfait. Merci d'être prêté au jeu, Arthur. On se Avec parle plaisir. un petit peu d'avenir. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un rendez-vous déjà posé pour l'année prochaine. Hein, une course qui t'est chère, c'est la Diag, donc C'est c'est ça. la première que tu as posée, c'est Ouais, ça? ouais. Chaque année, on me dit, parce que j'aime bien reposter des images de la Diag que j'avais faites pour encourager les coureurs. Et chaque année, je reçois plein de messages. Quand est-ce qu'on te revoit sur notre île? Ludo Collet, qui est speaker là-bas, il me dit, quand est-ce que je te revois? Et mon coach qui est là-bas. Et je sais que je suis pas capable de faire une course de l'UTMB plus la diagonale, parce que je mets trop de cœur à l'ouvrage dans l'UTMB, et j'aimerais en mettre autant dans la diag. Et souvent, je suis déçu de moi, en tout cas déçu de ce que je peux donner à la diagonale. Donc l'an prochain, j'ai décidé de pas faire l'UTMB, mais diagonale. À fond là-dessus, ce sera mon objectif principal. Et donc, tu as reculé pour programmer aussi les étapes intermédiaires. C'est C'est déjà ça. des choses sur lesquelles tu as les éclairs et sur lesquelles tu communiques? Ouais, exactement. Alors, je connais la première course de la saison parce que ce sera fin mai, début juin, et il n'y en a pas beaucoup chez nous, donc ce sera la Maxi Race. D'ailleurs, que j'avais fait et que je trouve très belle, très, très montagnarde finalement. Donc, ça, ce sera le premier ultra de ma saison. Et puis, au mois de juillet, je sais juste pas encore quel ultra je fais entre le Val d'Aran et la Restonica. Restonica, les Corses que je connais m'ont bien motivé à y aller. Franchement, c'est magnifique, c'est ultra technique, donc ça prépare très bien la diag. Mais à voir si je fais pas un peu plus long en distance, et donc Val d'Aran, par exemple, pour justement préparer du mieux possible la diag. On verra. Ton agenda de course, là, il l'exclut, j'imagine, par nature. L'équipe de France, ça pourrait être un sujet plus tard, donc 2025, ça paraît difficilement compatible avec les mondes qui sont fin septembre, et puis des Ouais. sélections un peu plus tôt, fin juin. Non, mi-juillet, pardon. C'est par l'ordre du jour. Est-ce qu'un jour, ça le redeviendra, tu penses? Ouais, en fait, pareil, on a discuté un long moment en Corse avec Adrien Siguri, parce qu'il était là-bas. Je lui ai exposé ma vision des choses. C'est que moi, je voulais faire la qualif. Et puis, si jamais j'étais pas qualifié, eh ben, je reprenais mon chemin sur Objectif Diag. Et si j'étais qualifié, forcément, on allait sur l'équipe de France. Mais j'ai tellement envie de refaire la Diag que je sais que je pourrais pas faire les deux. Et donc, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir me donner autant dans la prépa que si en 2026, par exemple, je me dis full France, enfin, voilà, j'arriverai pas à avoir un double objectif à peu près dans les mêmes périodes. C'est compliqué, franchement, parce que l'équipe de France, ça m'a fait rêver. Quand j'ai eu le maillot, j'étais fier. Que chaque année, j'aimerais y aller, mais
il y a soit l'UTMB, soit la Diag pour nous. Et souvent, les mondiaux ou les Europes sont juste avant, juste après. Franchement, ouais, je sais pas comment on pourrait faire un calendrier pour qu'il y ait tout de réalisable, mais ce serait vraiment chouette. Là, ça a pas mal bougé ces derniers temps avec le déménagement et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie à titre plus perso pour l'année prochaine, des envies? Des envies, j'aimerais faire un peu plus de peut-être de courses de ski alpinisme l'hiver. Mais après, sinon, non, Tu me joues un morceau de trompette la prochaine fois qu'on enregistre un épisode ensemble. Alors, On te le dit. Check. Allez, c'est Allez. signé. Oh, punaise. Attends, on va le refaire plus fort. C'est clapé. J'espère pas dans 2-3 mois. Parce que comme je te disais, quand t'as pas joué depuis 13 ans, en fait, il faut vraiment se refaire la respiration, les lèvres qui fendent avec l'embouchure. Enfin, vraiment, c'est technique. Mais on prend, vas-y. On prend rendez-vous. Tu feras le générique de course épique à la trompette. Allez. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta liste au Père Noël, Arthur? C'est dans 4 semaines. C'est quoi le cadeau qui te ferait le plus plaisir? Eh ben, écoute, on l'a du fait. chocolat, 99%. Ça y est. Ouais, alors café, chocolat, ça y est. Non, un peu de matos de vélo. Ok. Parce que vu qu'on a déménagé dans les Bauges, je sais que je vais pouvoir rouler pas tout l'hiver, mais presque. Et j'ai pas d'équipement vraiment d'hiver pour le vélo. Donc je vais essayer de m'équiper parce qu'il peut faire vraiment très très froid. Les mains, les pieds à vélo, là, avant-hier, j'ai pris quand même très très froid aux pieds. Donc ce sera principalement ça. Et puis après, on verra. Moi, j'aime bien les surprises aussi. Donc. Parfait. Voilà. Tu nous raconteras. Ouais. Merci beaucoup, Arthur, pour nos échanges. C'est toujours un grand plaisir de passer du temps. Merci de nous avoir accueillis chez vous. On s'y sent bien. Plaisir. On a envie de rester. Bravo pour cette belle année. Elle a été intense, tu l'as dit. Je te souhaite que la prochaine le soit tout autant. Elle le sera, en fait, au vu de ton planning et puis de ton énergie, de ton envie de bien faire. Voilà. J'espère qu'on se verra à la Diag, du coup. Oui. Je serai là. Je peux pas ne pas y aller, là, c'est pas possible. Bon, non, ça va être trop beau. Le plateau sera trop beau. On a du plaisir d'être sur l'île. Donc, vous m'y verrez sûrement. Voilà, on se donnera rendez-vous au départ et puis à la Redoute aussi. Je serai très, très heureux de t'y accueillir. Bravo, en tout cas, pour tes belles courses cette année. Plein de bonheur et de succès pour la suite. À toi, Justine, je vous souhaite d'être très heureux. À Nazca aussi. Profitez bien de cette fin d'année. Et puis, merci également à Shox qui nous a réunis aujourd'hui, je l'ai dit. Si vous êtes intéressé par les produits Shox, l'Open Swim Pro dont on a parlé est en promotion jusqu'au 31 décembre au prix de 159 € au lieu de 199 €. Et l'Open Run Pro 2 est lui disponible au prix de 199 €. Et la bonne nouvelle dont je vous en ai parlé avec le code promo EPIQ24, EPIQUE 24, vous avez 10 € de réduction supplémentaire sur le site shox.fr. Donc je vous invite à y aller. Voilà, c'est des très chouettes produits que moi j'utilise aussi et ça me quitte pas sur mes entraînements, mes courses et ça fait vraiment beaucoup de bien. Moi qui suis aussi passionné de musique, j'adore ça. Arthur, je te libère, on a passé un super moment. Merci à toi. Ça va être le moment de rentrer à Paris. Merci d'être venu. Ouais, j'espère que tu as profité de ton séjour à la montagne. Ouais, j'ai bien profité. Voilà. C'est une belle façon de prolonger la Saint-Élion. Écoute, merci. Et puis merci aussi à Léo et à Adrien qui se sont occupés de réaliser cet épisode. Aujourd'hui, merci les gars, c'était super de faire ça avec vous. C'est vrai, top. À bientôt Arthur. Ça te va comment en tout cas, c'est petite charentaise là? Je vais proposer à On pour développer. Dans floquer, ouais. À mon avis, tu crois que c'est un OCL à la performance? Pour l'avant après course, ouais. Pour la récup. Des charentaises de compression. Exactement. Puis pour l'après-course, c'est bien qu'il n'y ait pas de talon. C'est important. Bon Arthur, merci, c'était super. Merci à toi. Merci pour votre accueil. Et à bientôt. Quand tu veux pour venir faire du ski. Ouais, je me chauffe pas, hein. Je pourrais te dire oui. C'est vrai? Ouais. Attends. Bah ouais, carrément, j'en ai, t'as vu des paires. Ouais, quoi faire. Tu peux. Salut Allez, Arthur. Rentrez bien. Ciao. Merci pour tout. Nazca, tu dis au revoir? Salut Nazca. Oh bah alors, salut ma grande. Voilà. À bientôt. Tu lui dis de faire le gars. Ah ouais. Ah bah voilà. Salut Arthur, merci. Allez,